Chloé Framery qui est là avec nous ce soir. C'est un plaisir d'accueillir une Genevoise donc, qui a quand même été censurée. Je crois que tu es partie sur la course à la censure. Bienvenue Chloé, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton univers et tes influences? Merci Emma. Effectivement, la course à la censure, c'était pas forcément voulu dès le départ, mais j'ai eu l'occasion de faire 2 vidéos récemment, l'une sur Gavi, dont on parlera aujourd'hui probablement, et sur l'OMS, qui sont en fait basées dans notre ville, à toi et à moi, Emma, à Genève, en Suisse. Donc moi, je suis française et belge, suisse d'adoption, et j'ai 2 activités principales. Mon activité rémunérée est mathématicienne, enseignante de mathématiques, et mon activité bénévole est la recherche, la compréhension des enjeux, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt entre les différents pouvoirs qui régissent notre société, à savoir les 3 pouvoirs officiels, l'exécutif, législatif, judiciaire, mais également le pouvoir monétaire et le pouvoir médiatique qui en ce moment nous affecte tout particulièrement. J'ai également, depuis quelques années, un intérêt qui s'est développé pour la santé, justement. Thierry, je te rejoins, et Tal également, sur l'alimentation, notamment l'alimentation vivante. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Chloé, aujourd'hui, toi, qui as fait aussi des vidéos sur Gavi, qui est quand même une institution qui est basée à Genève, donc nous, on les héberge. Il se trouve que tu vas nous expliquer ce qui s'est passé hier sur ce sommet avec le Gavi. Quelles sont tes positions par rapport à ces dernières news et finalement ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Alors, moi déjà, j'aimerais dire qu'on parle beaucoup d'une chose qui est commune, qui nous empoisonne en ce moment, c'est la dépendance. La dépendance aux médicaments, la dépendance aux directives, la dépendance aux autorités, la dépendance à la technologie. Et en fait, ce que nous, on prône ici, c'est de s'émanciper de toutes ces dépendances, de commencer à réfléchir par soi-même. Et comme tu le disais Thierry, les organes qu'on n'utilise pas s'atrophient. Moi, j'aimerais qu'on utilise maintenant notre cerveau. Parce que quand on n'utilise pas, c'est ce que je dis à mes élèves, si vous ne l'utilisez pas, il va arrêter de marcher. Maintenant, on a les moyens de se renseigner, on a toutes les informations qui sont disponibles, les informations officielles, et effectivement, comme tu le dis Emma, Gavi, c'est l'Alliance pour la vaccination globale, a l'un de ses sièges ici à Genève, au Grand Saconnet, donc à quelques centaines de mètres de chez moi, et également qui est juste à côté en fait de l'OMS. On est en fait en Suisse au cœur de ce qui se passe dans le monde, au cœur des décisions mondiales. Et puis effectivement, hier, le 4 juin, il y avait le sommet mondial de la vaccination, auquel ont participé 50 pays, dont la France avec Macron et dont la Suisse également, avec Simonetta Sommaruga, qui est notre présidente actuellement. Tous étaient acquis à la cause du vaccin. Et en fait, ce sommet avait pour vocation de renflouer les caisses de Gavi en apportant 7,4 milliards supplémentaires pour enfin accéder à une vaccination efficace, globale et accessible à tous. En fait, ils nous présentent comme si c'était un cadeau pour l'humanité. C'est une façon de dire en fait qu'ils veulent le rendre obligatoire. Donc l'idée, c'est de rajouter 18 vaccins et d'augmenter aussi la part de financement des États. Parce qu'actuellement, il y a à peu près 20% de Gavi qui est financé par les États et 80% par les fondations ou des dons privés. Et ce qu'ils aimeraient, c'est inverser la tendance. Donc, dans un plan qu'ils ont présenté, un plan de 2021 à 2025, qui vise à faire en sorte qu'il y ait 51% de financement privé et 49% de financement des États, de façon à ce que ce soit un vrai partenariat public-privé dans lequel les États s'endettent pour converger ensemble vers une vaccination mondiale. Alors, la Suisse ne fait pas exception. Nos ministres, nos conseillers fédéraux répètent en chœur en fait que sans vaccination, nous n'allons pas revenir à des conditions normales. Et d'ailleurs, ils planchent sur une application que vous avez également en France et je pense un peu partout dans d'autres pays, une application pour nous tracer qui sera disponible à partir du 19 juin. Parce que chez nous, il y a des petits obstacles à la dictature, disons. On doit passer certains échelons démocratiques et entre autres, la loi, les bases qui permettent le traçage avec cette application doivent être votées par le Parlement le 19 juin. Et c'est justement cette date que le Conseil fédéral a choisi pour sortir de la situation qu'ils appellent la situation extraordinaire,
qui leur permettent de nous imposer toutes les mesures qu'on connaît, qu'on a vécues comme ailleurs, le confinement, la distanciation sociale, la fermeture des commerces, la cessation des activités sociales. Et donc, le 19 juin, juste petit message pour les Suisses, nous comptons sur vous si, par malheur, le Parlement vote pour cette loi, cette modification de loi qui permettrait cette application, nous lancerions un référendum, car nous avons le droit de lancer ces référendums qui permettent d'abroger les lois. C'est encore une chance qu'on a en Suisse, même si pour cela, il faut réunir quand même 50 000 signatures en 3 mois. Donc, c'est pas non plus une petite affaire. Gavi, donc, est en phase 5, ils le disent sur leur site, leur stratégie donc, de développement de ce vaccin. Un truc intéressant que j'ai trouvé ce matin, c'est qu'en fait, notre gouvernement a signé un accord avec Gavi en 2009 qui leur permettent d'avoir l'immunité complète pour l'entreprise et pour les membres de Gavi, donc qui les protège de toute détention, arrestation, mise en poursuite judiciaire, confiscation de biens. Et également, il faut savoir qu'ils ne payent pas d'impôts chez nous. Ils sont complètement exonérés d'impôts. Donc voilà, ça c'est un accord qui a eu lieu maintenant il y a plus de 10 ans. Donc on pourrait croire que toute cette histoire a commencé déjà il y a un moment. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux grands combattants en ce moment. Il y a le vaccin avec tous les mondialistes, et puis il y a l'hydroxychloroquine. Mais ce débat, ce duel, en fait, on dirait qu'il occulte les autres traitements dont vous parliez, Tal, Thierry et les autres, qui sont par exemple l'Artemisia annua, le jeûne, les protéodies, donc ça c'est des sons qui permettent de régler les fréquences et qui permettent de guérir, la vitamine C, toutes les formes de traitement naturel en fait qui n'entrent pas dans le débat public actuellement. Donc il serait intéressant nous qu'on le mette en débat et effectivement de parler de l'immunité qui est la base de la santé et non pas toujours devoir nous injecter des choses extérieures, artificielles pour nous perfuser comme si nos corps n'étaient pas capables de fonctionner tout seuls. Alors, au niveau de la législation en Suisse, je ne sais pas si en France vous l'avez aussi, mais nous, dans notre loi sur la lutte contre les maladies transmissibles, à l'article 6, il est question de vaccination obligatoire. Et comme vous le disiez, Sophie et Emma, cette vaccination obligatoire est en fait complètement contraire au serment d'Hippocrate, au code de Nuremberg et également au code des déontologies médicales qui dit que tout acte médical requiert en fait le consentement libre et éclairé des patients. Donc en fait, notre Conseil fédéral, qui est l'équivalent de notre gouvernement national, a pris les pleins pouvoirs depuis le 13 mars en édictant une ordonnance qu'on ne peut pas annuler, puisque depuis la nouvelle constitution de 1999 pour les Français, les ordonnances et les arrêtés ne peuvent pas être dénoncés, alors qu'avant ils le pouvaient, donc c'est intéressant aussi de voir les mécanismes. Et donc cette situation permet à nos gouvernants de nous imposer ces vaccins. Alors, ils peuvent nous les rendre obligatoires, mais juste une petite nuance, ils ont les moyens de procéder à des mesures de contrainte pour un examen médical, une surveillance médicale, l'isolement ou la quarantaine, mais pas encore pour les vaccins. Mais les effets, en fait, le mécanisme est tel que si on ne se vaccine pas, à partir du moment où ils auront imposé le vaccin, tous les accès aux professions, par exemple à mon métier d'enseignante ou aux services publics, les transports, les cinémas, les restaurants pourraient être coupés et ils pourraient nous obliger à nous isoler et à nous mettre dans des lieux comme en France, dans des hôtels ou des lieux non définis pendant un certain nombre de jours. Donc, il est vraiment temps de se réveiller, il est vraiment temps de prendre notre vie en main, notre souveraineté en main et de faire marcher son cerveau. Voilà. Oui, je rappelle effectivement, en tout cas, en ce qui concerne la Suisse, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour l'élaboration de cette application. Donc là aussi, on est complètement à côté de la loi, c'est-à-dire que normalement, sur une loi sur le commerce et l'industrie, on doit faire une appel d'offres pour ce genre de mandat-là. Alors, en tout cas, en Suisse, ça a été Disneyland. Donc, on a fait ce qu'on voulait. Pas d'appel d'offres. Et d'ailleurs, on a un avocat en Suisse qui s'appelle Sébastien Fanti, qui est dans le canton du Valais, qui dénonce
aussi ce biais-là, puisque je ne sais pas, vous, en France, bien que ça a été, d'après ce que j'ai lu, les avocats de Paris, au barreau de Paris, se sont érigés contre cette application en demandant justement à leurs confrères de ne pas la télécharger, puisque, en tout cas, de notre côté, ça reste dans un premier temps sur une base volontaire. Alors, ce qui a été le cas aussi à Singapour au départ. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chloé, par rapport à tout ça, c'est volontaire et finalement, est-ce qu'on va finir comme à Singapour? Alors moi, je pense que comme toutes les lois ou les ordonnances ou les règlements qui sont présentés comme provisoires ou non facultatifs, on voit historiquement qu'elles ont tendance à se graver dans le marbre et à devenir obligatoires. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser amadouer par ces termes qui sont de nature à apaiser nos peurs et à refuser. Il faudrait refuser tout de suite ce genre de mécanisme qui nous surveille en fait. Pourquoi on aurait besoin d'être surveillé par rapport à notre immunité, par rapport à notre santé? Encore une fois, nous avons les moyens, nous avons la responsabilité. C'est une question privée. Notre santé, c'est quelque chose qui nous regarde. Donc, il n'y a aucune raison qu'on délègue ce pouvoir de nous maintenir en santé, en mauvaise ou en bonne santé, à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Pour moi, c'est ça la base du raisonnement. Ouais, effectivement, avant de passer à une partie où j'aimerais qu'on parle, ceux qui ont envie d'intervenir sur des solutions qu'ils ont, en tout cas sur cette semaine-là, j'aimerais en fait finalement qu'on se pose, et ceux qui ont envie de participer, à ce qui les a le plus questionnés sur comment finalement dans ces mois qui se sont passés, on en est arrivé là. C'est vrai que Sophie, tout à l'heure, tu parlais de guerre d'usure, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai comme on est tous finalement devenus épuisés de se dire mais finalement on se bat contre des géants, il y a tellement d'argent en jeu, ceux qui sont réveillés depuis longtemps, ça fait des décennies qu'ils dénoncent. Et puis il y a une chose en tout cas de ce qui m'est revenu des messages de mon côté par rapport à mes abonnés, c'est je me sens seule. Dans ma famille, on me traite de fou, on me traite de complotiste. Il y a encore une émission récemment sur la télévision suisse francophone sur le titre de l'émission, existe-t-il un vaccin contre le complotisme? Finalement, ma question qui s'est résumée de tout ça, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'est-ce qui fait tant peur aux médias dominants, puisque là on parle de l'info en question, c'est se poser les questions, qu'est-ce qui fait tant peur aux médias dominants quand ils parlent des complotistes? Quelle est la crainte finalement d'avoir des complotistes? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez autour de cette table, ou quelles sont vos questions? En tout cas, j'en suis arrivée à une conclusion personnelle pour rejoindre aussi Chloé, ce que tu disais par rapport au fait de faire fonctionner son cerveau. Donc, premièrement, lui mettre le bon carburant, mais aussi de l'entraîner à avoir l'esprit critique. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas arrivé à appeler les gens qui réfléchissent, qui ont envie d'avoir un sens critique, qui font peut-être appel à leur bon sens, des complotistes? Alors, si c'est ça, effectivement, est-ce que c'est un atout pour des gouvernants d'avoir un peuple crétin finalement, qui ne réfléchit plus, qui est complètement dans un état d'hypnose, et puis qui y va, et puis qui avance, et qui fonce dans le ravin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je dirais qu'il y a un système de corruption généralisé à beaucoup d'étages différents. Je pense que ce serait très important, par exemple, que les financements de tous les médias soient rendus transparents pour que le public sache, ben voilà, mon journal a reçu des financements de toute une série d'industries pharmaceutiques. Il y a toute une série de médias en Belgique qui ont des financements d'industries pharmaceutiques. Je veux dire, c'est le cas du Vif l'Express via Roularta Medica. On sait de bonnes sources que les industries pharmaceutiques font le siège du soir pour publier toutes sortes de cartes blanches, d'articles qui vont dans leur sens. Donc tout ça, il y a vraiment une pression énorme sur la presse à ce niveau-là. Que Chloé puisse répondre à la question concernant, parce que je sais que ça fait un moment qu'elle voulait juste donner son avis par rapport au vaccin contre le complotisme. Oui, voilà. Moi, je voulais dire, en réponse à ceux qui cherchent un vaccin contre le complotisme, y a-t-il un vaccin contre la pensée unique? Je rappelle que les pouvoirs, il y a plein de méthodes pour faire taire la pensée divergente, les pensées alternatives, les autres pensées que celle qui est relayée par les médias mainstream. Tu en as parlé, Tal, des propriétaires des médias.
Il y a également les annonceurs, les multinationales qui achètent du temps de cerveau disponible sur les canaux mainstream, comme Patrick Lelay le disait en 2004 par rapport à Coca-Cola. Mais il y a également des agences de censure, dont Pointer Institute, dont j'avais parlé dans une dernière vidéo, qui en fait censure entre autres sur Facebook et qui appartient à Facebook, bien sûr, à Google, à l'Open Society de George Soros et qui a été financé aussi par Bill Gates. Il y a aussi juste une petite division, une section de l'OMS qui s'occupe de façonner les esprits des jeunes. Ça s'appelle les Global Shapers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ceux qui s'attellent à formater, shapers, ça veut dire mettre en forme la pensée. Donc là, c'était pour s'adresser à un public de jeunes qui regardent YouTube. Donc voilà, il faut penser à tous ces pouvoirs aussi qui nous façonnent dans nos pensées. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse tous exprimer nos points de vue, nos analyses pour vraiment faire résonner le mot de démocratie qui était justement décrié par la personne sur la fameuse émission qui était neuroscientifique Sébastien Dieguez, je crois, qui disait que le complotisme était une menace pour la démocratie. Oui, alors effectivement, on a bien compris que il y a beaucoup à dire et que c'est pas pour rien qu'on a prévu de faire une émission par semaine parce que déjà, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi des updates à faire, donc des mises à jour parce que chaque jour, ça change. Ici, on parle tous français, mais on a le Canada, la France, la Suisse, la Belgique. Il y a aussi un plan juridique qui est différent et évidemment, ça appelle une question qu'on va soulever avec Chloé sur la société Zéro Cash. Effectivement, il me semble, Chloé, que toi, tu es pour le contact et pas pour le sans contact. Tu l'as assez mentionné, je me souviens de ces choses que tu disais là. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors, comme tu le dis, Emma, on a même fait une émission ensemble là-dessus. Ce sera avec contact en ce qui me concerne. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je vois apparaître ces moyens de paiement qui vont au-delà de la carte bancaire, en fait, qui consistent à passer la carte sur un appareil et hop, ça enregistre une transaction. Je vais juste refaire un petit historique de la monnaie et vous montrer qu'en fait, bien avant le cash, il y avait d'autres systèmes économiques et puis que finalement, on a eu une société essentiellement sans cash bien avant notre ère moderne, mais que c'était pas du tout… disons que le système n'avait pas vocation à contrôler la population, contrairement à ce qui se prépare en ce moment. C'est-à-dire que l'essentiel de notre vie sur Terre, notre vie humaine, l'essentiel de la vie de l'humanité s'est déroulé avec des transactions qui sont dans le don, en fait. C'est-à-dire que chacun participait à la vie communautaire et apportait les fruits de cette participation, de cette activité à la communauté. Ça a été… depuis moins 200 000, moins 300 000 l'Homo sapiens, jusqu'à moins 3 500 à peu près, où on a commencé à faire des crédits et à noter nos transactions sur des tablettes ou sur des bouts de bois ou avec des coquillages. Il y avait des moyens de faire de la comptabilité. Et puis, la monnaie est apparue à peu près en moins 600, moins 500 à 3 endroits dans le monde. Chine, Inde et mer Égée. Et puis, elle a été instaurée par les souverains qui voulaient, par ce biais, s'accaparer les terres et les biens des pays conquis en leur imposant justement l'impôt. C'est à ce moment-là qu'est né l'impôt. Et puis, dans les années 90, on a eu de la monnaie jusqu'à toujours. Là, ici, on a toujours l'usage de la monnaie, les billets et les pièces. Et puis, dans les années 90, on a les cartes de crédit, les cartes bancaires qui sont apparues. Et puis, depuis les années 2000, on a cette trend, cette tendance qui nous est présentée par plusieurs alliances, dont je vais parler juste après, qui est de payer sans cash et puis surtout sans contact. Alors, il faut savoir par exemple que le cash représente 10% à peu près de la monnaie qu'on utilise, parce que l'essentiel de ce qu'on utilise, c'est de la monnaie scriptura, de la monnaie qu'on utilise via nos cartes. Et malgré cela, on a 60% des transactions mondiales qui s'effectuent, ou en tout cas européennes, qui s'effectuent avec du cash. Et 80% des transactions, des paiements qu'on fait auprès des points de vente, qui sont faites avec des pièces et des billets. Mais malgré cela, nous avons l'alliance, une autre alliance, une autre que Gavi cette fois, mais toujours avec les mêmes acteurs ou plus ou moins. Bill Gates fait partie de cette alliance qui s'appelle Better Than Cash.
donc c'est Better Than Cash avec l'accent français si on veut bien, qui regroupe, alors je vais juste regarder ma petite note parce que je ne me souviens plus par cœur, donc évidemment la Fondation Bill et Melinda Gates, les compagnies Visa, Mastercard, Citigroup qui fait partie des banques qui possèdent la Réserve fédérale, petite vignette au passage, Coca-Cola, Unilever, H&M, Marks Spencer, 25 pays et l'ONU. Donc ça date, c'est une coalition qui s'est formée en 2012 et qui veut nous convaincre du bien fondé d'une société sans cash, c'est-à-dire sans aucun cash, plus de pièces, plus de billets. Ensuite, le FMI s'y met aussi, puisque dans un rapport du 27 mars 2017 qui s'appelle The Macroeconomics of Decashing, donc la macroéconomie du décaissement, je ne sais pas comment on peut dire, du fait de se débarrasser du cash, nous explique que pour convaincre la population d'accepter cette société sans cash, il va falloir qu'on élimine les grosses coupures. Vous savez, vous vous rappelez, en Inde, en 2016, ils avaient éliminé les billets de 500 roupies et 1000 roupies. Et ils font des essais comme ça un peu dans tous les pays pour voir comment la population réagit. Et puis également, ils plafonnent les paiements avec du cash. Par exemple, pour acheter une voiture, on ne peut pas normalement amener notre valise de billets et payer notre achat. Et ils nous présentent aussi, ils nous imposent des obstacles lorsqu'on veut traverser la frontière avec une certaine somme de cash. En France, je crois que c'est 10 000 euros au maximum. Donc, c'est toutes des stratégies pour nous habituer, pour nous obliger à ne plus utiliser le cash. Mais il faut quand même savoir que la monnaie scripturale, donc la monnaie des cartes bancaires, n'est pas légale, n'a pas de cours légal. En tout cas, ni en France, ni en Suisse. Donc, normalement, si on appliquait à la lettre les lois, on devrait ne pas accepter, on n'est pas tenu d'accepter en fait la monnaie scripturale qui est d'ailleurs produite par les banques commerciales au passage. Voilà. Donc normalement, on ne devrait pas accepter cette monnaie et on pourrait légalement faire toutes nos transactions avec du cash. Moi-même qui suis fonctionnaire, je pourrais recevoir mon salaire, je pourrais exiger de recevoir mon salaire en pièces et en billets. Mais ce n'est pas le cas. Je suis obligée d'avoir un compte en banque. Et c'est ça aussi vers quoi les alliances, les entités qui nous poussent à nous débarrasser du cash veulent aller, c'est-à-dire pouvoir contrôler la population avec notamment chaque personne qui aurait un compte en banque. Juste quelque chose qui me vient et une information qu'il est utile de connaître, je pense, et c'est le moment de la donner, c'est que quand vous mettez votre argent dans une banque, cet argent ne vous appartient plus. Il est dans le bilan de la banque. Et c'est pour ça qu'on s'évertue, les États injectent des liquidités ou font des crédits sur notre dos, bien sûr, pour renflouer les banques, puisqu'elles prétendent, les États prétendent que si les banques font faillite, ça va ruiner l'économie, bien sûr, et nos comptes en banque disparaissent avec ces faillites-là. Donc, voilà, donc c'est pour ça que notre argent, si on le met dans une banque, il n'est plus sécure. Et c'est ce vers quoi pourtant le FMI, le Better Than Cash Alliance et d'autres encore groupes, dont celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du Comité Action Publique 2022. Ça, c'est franco-français, ça a été mis en place par Édouard Philippe pour trouver des stratégies pour réduire les dépenses publiques. Alors ça, j'ai découvert il y a quelques jours, et ils nous disent dans la proposition numéro 16 qu'il faut aller vers une société zéro cash d'ici à 2020 pour simplifier les paiements en luttant mieux contre la fraude fiscale et le grand banditisme. Juste petit rappel de l'histoire, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, j'ai pas l'impression qu'ils aient été faits avec du cash, moi. Donc, pour lutter contre l'évasion fiscale, je trouve que l'argument, il est au mieux fallacieux, au pire pervers, quoi. Donc, voilà, juste pour vous rappeler un petit peu certaines choses. Et puis, on a également le GPMB. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux acronymes à vous présenter. GPMB, alors en anglais, ça donne Global Preparedness Monitoring Board. Alors, en français, ça donne Conseil mondial de surveillance de la préparation contre les épidémies. Alors, ce board, cette coalition, ce Conseil mondial a été mis en place par l'OMS et la Banque mondiale. C'est bizarre, on retrouve toujours un peu les mêmes acteurs derrière. Et donc, ce conseil nous prévenait d'une épidémie d'ici à 2020, septembre 2020, mais c'était en septembre 2019 qu'il nous parlait de ça, avec toutes les mesures qu'on voit maintenant
qu'on a vues récemment. Donc, c'est assez marrant qu'ils nous prévoient ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est les sources principales qui plébiscitent cette société sans pouvoir en fait rester en autonomie avec des monnaies qui sont non traçables. Et puis, alors ils invoquent évidemment des arguments comme, attendez, l'écologie, oui, parce que les billets, forcément, c'est du papier, donc il faut préserver les arbres. Mais ce qu'ils nous disent pas, c'est que les puces, c'est aussi assez peu écologique. Hein, et alors, si on les mettait sous forme de je te pose une question parce que on part toujours du principe que chaque action a normalement un bénéfice pour le peuple. Oui. Alors, tu as parlé d'écologie, mais bon, ça, on enlève tout de suite parce que ça ne tient pas la route. Quel est, selon tes recherches, le bénéfice pour le peuple du zéro cash? Alors, j'en parlais récemment, mais ce qu'ils nous habituent à faire, c'est à nous habituer justement à ne plus devoir sortir la carte. Alors, ils appuient sur nos paresses ou sur notre surcharge de toutes nos activités en nous présentant ça comme une facilité matérielle. Mais à part le fait de ne pas devoir sortir sa carte, ce qui, au passage, laisse ouvert tout hacking possible. Hein. Vous savez qu'on peut vous piquer vos données s'ils ont l'appareil pour s'approcher de nos téléphones et nous pirater. À part cet aspect-là, moi, personnellement, je n'en vois pas. Mais je renvoie la question à toi, Emma, ou aux autres personnes, à nos camarades qui sont ici. Quel serait pour vous l'avantage de ne plus avoir du tout possibilité d'avoir de la monnaie ou des billets dans votre porte-monnaie? Alors, c'est vrai que ça soulève une question qui est énorme parce qu'il y a effectivement d'un côté le zéro cash, puis après il y a le zéro contact. Et en tout cas, moi qui suis dans le commerce et qui étudie aussi tout ce qui a trait au phénomène d'acte d'achat, donc basé aussi sur le neuromarketing ou comment les personnes achètent et qu'est-ce que ça stimule dans les zones du cerveau. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'on a des études qui parlent que quand une personne paye en cash, ça active une partie de son cerveau qui est similaire à la partie de la douleur. Or, quand une personne paye avec une carte de crédit en l'occurrence, ça active plus la récompense. D'ailleurs, on sait que le shopping, c'est le loisir numéro 1 au monde. Enfin, ça l'était en tout cas avant le confinement. Et du coup, ça ne m'étonne pas du tout que des enseignes internationales dans la vente de vêtements et compagnie investissent là-dedans. D'ailleurs, on l'a bien vu, ça a été lancé en projet en Suède, sauf erreur, pour le groupe qui a 2 lettres avec un « et » au milieu, où finalement, vous pouviez acheter vos habits et payer plus tard. Et là, on est exactement… Donc, il n'y a aucun bénéfice pour le consommateur, si ce n'est le confort dans un premier temps. Mais au final, c'est le piège à souris parce que finalement, vous ne savez plus du tout ce que vous dépensez. Voilà. Vous êtes complètement dans la dopamine, enfin dans l'euphorie de l'achat. Et finalement, par rapport au masque… Alors, voici la question. Je n'en porte plus car je n'ai plus peur et parce que je trouve que respirer son CO2 est malsain. Avez-vous la preuve qu'ils sont inefficaces? Voilà, je te transmets la question. Alors, merci Emma. Oui, Sandra m'a aussi posé des questions, effectivement. Alors, ce que j'ai vu, c'est un article de Denis Rancourt, qui est professeur de physique, qui a compilé en fait toutes les études qui ont été faites, les études scientifiques qui ont été faites sur les masques, et il n'en a trouvé aucune qui prouvait l'efficacité des masques. Donc ça, je pourrais vous envoyer aussi l'article. Très, très intéressant. Donc, à part respirer notre gaz carbonique et nous empoisonner, et puis surtout nous museler, hein, nous empêcher de sourire parce qu'on se voit plus avec ces masques. Et puis aussi propager la peur, très utile ça. Comme ça, les médias ont un relais avec la population qui porte des masques. Non, le masque, c'est en tout cas pas efficace et puis ça pollue nos relations interpersonnelles, nos relations sociales. J'en profite tant que j'ai le micro pour juste compléter ce que disait Jean-Jacques et Tal sur le fait qu'on vaccine et qu'on empêche en fait le corps de se défendre. Ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu étudier, c'est que par exemple, il y a des maladies qui existaient en Europe et dans les pays occidentaux qui n'existent plus, mais parce qu'en fait, on a vacciné contre ces maladies-là et du coup, le corps fait d'autres choses pour éliminer ce qui l'empoisonne. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que les maladies ne sont pas des problèmes en soi, elles permettent au corps d'éliminer les toxines
les résidus de ce qu'on mange qui n'est pas bon pour nous, du style les féculents, les produits animaux, et par exemple la coqueluche ou la petite vérole qui était présente sous nos latitudes il y a quelques siècles, ont été remplacés grâce au vaccin par la tuberculose et la poliomyélite justement. Et ensuite, troisième vague, après avoir empêché les maladies fonctionnelles qui étaient donc la coqueluche et la petite vérole de faire leur boulot d'élimination des toxines, on a fait des maladies lésionnelles, donc la tuberculose, la poliomyélite, et maintenant on en est à l'étape 3 qui est de faire des maladies dégénératives, donc le sida, la myopathie par exemple. Donc continuons à nous vacciner, à la fin il n'y aura plus d'êtres humains puisqu'on n'aura plus besoin de se défendre, puisqu'on n'aura plus aucun moyen de le faire. Voilà, donc c'était juste le petit complément que je voulais ajouter sur les vaccins. Et merci Sandra pour la question et merci Emma de me l'avoir transmise. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis, Jean-Jacques. Moi, chaque fois que je vois des personnes qui ont un masque, les commerçants essentiellement, parce que chez nous, plus personne ne porte de masque, plus ou moins, à part les commerçants, je leur dis, mais pourquoi vous avez ce masque? Vous arrivez à respirer avec? Et puis après, il y a un débat qui s'enclenche, une discussion. Et puis à la fin, ils me disent, ouais, vous avez raison, en fait, ça sert à rien, mais on est obligé parce que sinon on ferme boutique. Donc moi, je vais continuer à parler aux personnes que je rencontre et à leur poser la question des masques. Mais il y a d'autres choses qui vont se passer là cette semaine. Au moment où l'émission a lieu, on a un pique-nique avec toutes des personnes qui nous ont contactés pour construire une sorte de ZAD, une sorte de zone en autonomie en Suisse ou en France ou ailleurs. Donc on va élaborer des projets là-dessus. Ensuite, vendredi, il y a le procès en appel de Stan Maillot à Poitiers, auquel j'invite tout le monde à participer à 9h pour soutenir donc ce lanceur d'alerte qui a dénoncé la pédocriminalité de réseaux et d'État et qui est en prison à Poitiers depuis maintenant le 4 décembre. Et puis le lendemain, c'est mon anniversaire. Et puis dimanche, on a un atelier constituant à Aix-en-Provence dans lequel j'anime le jeu de la monnaie. Donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et puis la semaine prochaine, je dis au revoir à mes élèves, je dis au revoir à mes collègues, aux personnes qui sont responsables de maths, parce que je suis coprésidente du groupe de maths, je le rappelle. Donc on fait un repas de revoir et je fais encore une dernière commission professionnelle. Voilà, donc ça fait un programme assez chargé et aussi plein de rencontres avec toutes les personnes qui me contactent. Donc je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Il va falloir tout remettre à zéro. Et justement, c'est la thématique de Chloé où elle va nous parler du Great Reset, donc de la grande remise à zéro. Mais évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là que ce Great Reset va être présenté par Chloé. Donc, Chloé, tu as la parole. Merci Jean-Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je voulais justement, le Great Reset, on en parle dans une minute, mais justement, chez nous en Suisse aussi, je voulais le dire à Salim et je voulais le dire à vous tous, on a également de la corruption, bien sûr. Je vous donne juste quelques petits cas qui me sont restés en tête. En 2016, les labos pharmaceutiques, Novartis, Roche, Merck, Serono, etc., ont versé 153 millions de francs suisses aux acteurs de la santé, dont les médecins, les organisations de la santé et le département recherche et développement. Et on a également, par exemple, le laboratoire Roche qui a envoyé un télégramme à l'Argentine il y a quelques années pour qu'il fasse quelque chose par rapport à la baisse du prix des médicaments. Et encore Syngenta. Alors là, on s'éloigne un petit peu des labos pharmaceutiques, mais là, il s'agit d'une entreprise comme Monsanto qui fabrique des pesticides, a appelé le Brésil pour que celui-ci lève l'interdiction d'exporter du paraquat, qui est un pesticide ultra toxique qui est interdit sous nos latitudes. Voilà, ça c'était pour illustrer un petit peu le chapitre de la corruption pharmaceutique. Le Great Reset, ça c'est un sujet justement dont je voulais parler la dernière fois, mais en fait, il mérite qu'on lui consacre un chapitre entier. J'ai été me renseigner, il y a beaucoup de renseignements sur Internet, mais il n'y a pas les raisons, les objectifs concrets que les personnes qui mettent ça en place, dont on va parler dans une minute, qu'elles ont dans leur tête. Le Great Reset, ça veut dire la grande réinitialisation ou la grande remise à zéro. C'est un concept qui émane du World Economic Forum, le Forum économique mondial, et qui a été évoqué sur le site du WEF. Je vais vous lire ce qu'ils disent à ce propos. L'initiative est née de la plateforme d'action Covid du WEF en janvier 2020. Et alors que nous entrons dans une période où il est possible de façonner, écoutez bien le mot, la reprise du Covid-19,
suite au Covid-19, la grande réinitialisation offrira des perspectives qui aideront à informer tous ceux qui déterminent l'état des relations mondiales, tous ceux qui déterminent l'état futur des relations mondiales. Donc, qui décide? Qui est-ce que ça va inspirer cette grande remise à zéro? C'est ceux qui décident du futur des relations mondiales, de l'orientation des économies nationales, donc on sort de l'international, donc ça permettrait d'inspirer les personnes qui décident de l'orientation des économies nationales. C'est intéressant aussi de comprendre. Des priorités des sociétés, la nature des modèles commerciaux et la gestion d'un bien commun mondial. Vous la voyez venir, là, la gouvernance mondiale? Alors, c'est pas tout à fait tout neuf. Il y a un livre qui s'appelle The Great Reset, d'ailleurs, qui date de 2010, qui prévoyait déjà un changement de société, un changement de paradigme économique, qui prévoyait que les gens partent des campagnes, s'entassent dans les villes, avec des technologies de pointe, des nouvelles structures de transport, etc. Donc, c'est ce qu'on nous vend un petit peu avec ce Great Reset actuellement. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle. Et Christine Lagarde, si vous vous rappelez, avait dit en 2014, oui, elle avait parlé de la prochaine crise financière en disant « Celle-ci devra être suffisamment violente pour remettre l'économie à zéro ». Donc, il y a 6 ans déjà. Ce n'est pas tout à fait un nouveau concept. Qui agit dans cette histoire de grand reset? Alors, on a évidemment le World Economic Forum avec Klaus Schwab, qui est le fondateur et le président-directeur du WEF. On a la nouvelle directrice du FMI, Kristalina Georgieva, je vais y arriver. C'est un peu comme Tedros Adhanom. Ils nous mettent des noms un petit peu difficiles à prononcer, c'est pas toujours facile. Et il y avait également Antonio Guterres pour l'ONU, secrétariat de l'ONU, le prince Charles d'Angleterre, de Galles en fait, le président de Mastercard, le président de Microsoft, qui n'est pas Bill Gates, qui est AGS Banga, je suis désolée pour les noms, aujourd'hui c'est un peu difficile à prononcer, et également des Global Shapers, j'en avais parlé la dernière fois, c'était, vous savez, les personnes qui influencent, qui travaillent pour le compte de l'OMS et qui influencent sur les réseaux les jeunes, en fait. 11 000 Global Shapers et anciens étudiants qui participaient à cette rencontre. Et puis également un auteur, un économiste britannique qui a écrit le rapport de l'économie du changement climatique en 2006. Donc il a une légitimité ici, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait on comprend assez vite pourquoi. Il est là parce qu'en fait ce grand reset concerne la décarbonisation, je ne sais pas si le mot se dit, mais en tout cas le fait de décarboniser l'économie. Donc vous vous rappelez le CO2, le fameux ennemi invisible qui était précurseur avant le Covid, qu'on nous présentait comme un ennemi absolu et contre lequel Bill Gates se bat depuis des années d'ailleurs. Eh bien, il est question de décarboniser l'économie dans ce grand reset. Et donc, cette personne qui se prétend donc spécialiste du climat nous dit que c'est important de décarboniser. Et d'ailleurs, Klaus Schwab nous dit justement lors de la rencontre, j'ai oublié de le dire, mais c'était le 3 juin, que toutes ces personnes nous ont annoncé le grand reset pour fin janvier 2021 lors de la prochaine séance du Forum économique mondial. Donc, il dit, nous devons décarboniser l'économie dans la courte fenêtre d'action qui nous reste à mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature. Alors, ils se cachent toujours, enfin, disons qu'ils évoquent toujours des concepts louables de nature, de protection, de dignité humaine, etc. Mais il y a quand même cette histoire de décarboniser l'économie. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Puisque le carbone, je vous le rappelle, fait partie des éléments qui nous sont vitaux. Disons que c'est la nourriture des plantes qui nous fabriquent notre oxygène grâce à la photosynthèse. Mais ça, tout le monde le sait maintenant. Je crois qu'il est inutile de le rappeler. Et là, on nous parle de nouveau de gouvernance mondiale. Klaus Schwab, qui a fait le discours d'introduction le 3 juin, nous dit « La grande réinitialisation exigera que nous intégrions tous les acteurs de la société mondiale, donc là, on est bien dans une collectivité de société, dans une communauté d'intérêts, d'objectifs et d'actions communs. Donc, les personnes qui nous disent que le gouvernement mondial, c'est dans notre tête, je vous invite à regarder ces documents. Et évidemment, ils nous parlent de la technologie en nous disant « Le Covid-19 a accéléré notre transition vers l'ère de la 4e révolution industrielle. La 4e, nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique, donc numérique, je comprends, mais biologique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la technologie biologique? C'est les nouveaux vaccins à ADN, à ARN, c'est les quantum dot dye, c'est le colorant quantique, c'est les passeports
les passeports virtuels, les passeports numériques, on ne sait pas trop, et physiques, restent centrés sur l'homme et servent à la société dans son ensemble. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, les phrases, elles commencent toujours avec des choses un petit peu innovantes et on dirait qu'ils nous annoncent, qu'ils nous prévoient, et puis ils finissent toujours par une fin de phrase qui est toute douce, centrée sur l'homme et sur la société dans son ensemble, pour un peu aplanir les angles. Mais n'empêche que le début est important aussi, en offrant à chacun un accès équitable. Vous vous rappelez le vaccin équitable dont parlait Macron lors du sommet de la vaccination? En fait, il nous présente les choses obligatoires comme quelque chose comme un bien pour l'humanité qu'il faut distribuer de façon équitable à tous, accessible à tous. Mais ils oublient de nous dire que ce sera obligatoire. Parce que justement, on en parlera à la fin de l'émission. Si c'était juste une liberté de se servir de ces innovations, de ces progrès soi-disant pour notre santé, il suffirait qu'ils nous les présentent et nous les donnent en option, disons qu'on ne serait pas obligé de les mettre ou de les utiliser. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Autre chose, oui. Le FMI également parle du Grand Reset. Alors eux, ils interprètent le Grand Reset comme une récession mondiale. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un article du Monde. Le Monde, vous vous rappelez, financé par Bill Gates, mais aussi par Mathieu Pigas et Xavier Niel, qui est très copain avec Macron, d'ailleurs. Donc, il nous annonce le 15 avril 2019. Juste petit astérisque, le 15 avril, c'était le jour où il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris et c'est également l'anniversaire du naufrage du Titanic. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec ces dates-là. En tout cas, je trouvais intéressant de le noter. Donc, le FMI nous annonce une récession mondiale avec 3% de chute de l'économie, du taux de croissance. Donc, autrement dit, on va vers un crash. Alors ça, on le savait. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je m'en doutais un petit peu depuis plusieurs années. On nous annonce ça. D'ailleurs, le Covid est tombé à point nommé pour camoufler cette crise financière qui s'annonçait et qui s'amplifie de jour en jour. On a également l'expert financier très médiatisé aux États-Unis, John Moldin, qui a dit plusieurs années à l'avance, donc 2017-2018, qui prévoyait donc la chute du dollar avec une grande récession aux États-Unis qui déborderait sur l'Europe et tutti quanti, et que à cause des dettes colossales, des dettes publiques colossales que le monde subit, puisque, je vous rappelle, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie et que, comme elles nous demandent toujours plus d'intérêt que ce qu'elles ont créé, on est obligé de s'endetter. Quand je dis on, c'est les États, les sociétés, les particuliers, tout le monde doit s'endetter pour payer les intérêts et pour continuer à avoir de l'argent dans l'économie, puisque quand on rembourse un crédit, on n'a juste plus d'argent. Donc, c'est totalement normal qu'il y ait des dettes. Eh bien, la dette mondiale aujourd'hui donc atteint 3 fois le PIB mondial. Donc, on a 250 000 milliards de dollars avec un PIB de 85 000 milliards. Et puis, peut-être, enfin, on verra si tout cela nous mène à une monnaie mondiale, qui est un projet aussi, mais bon, ça, je ne veux pas développer ici, pour nous faire disons, est-ce que ce serait pour nous faire plonger dans notre confort, dans notre économie, et ensuite nous faire accepter justement les choses qu'on n'est pas encore prêt à accepter aujourd'hui, un vaccin obligatoire, un traçage, les smart cities, l'agenda 21, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Enfin, tout ça, c'est tout connecté. Je ne vais pas faire trop long parce que sinon, ça prendrait la soirée. Mais il y a vraiment des connexions, des ponts à faire entre tous ces éléments-là qui s'imbriquent de plus en plus les uns dans les autres. On le voit de plus en plus. Et ce qui est intéressant dans ce que tu présentes aussi, c'est que ça nous permet de plus en plus de faire des liens, comme tu viens de le faire, sur la raison pour laquelle, par exemple, on a confiné 4 milliards de personnes et on a mis à l'arrêt toute une série de secteurs de l'économie, comme si, sous prétexte d'un méchant coronavirus, on avait précipité la nécessité de ce grand reset. Finalement, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement ça. Et d'ailleurs, à l'event 201 d'octobre 2019, il était déjà question d'un changement global de système économique bien avant que ne soit déclarée l'épidémie puis la pandémie par l'OMS. Oui, tout à fait. Et toujours avec les mêmes acteurs d'ailleurs, World Economic Forum, donc le Forum économique mondial, avec Bill Gates, enfin bref, toujours les mêmes, quoi. Toujours les mêmes, effectivement. Alors, je vais revenir à merci Chloé, en tout cas, pour cet exposé brillant qui nous ouvre chaque fois les yeux et le regard sur des réalités
qu'on ne regarde peut-être pas assez parce qu'on est tellement focalisé sur l'actualité du Covid et avant cela, c'était l'actualité du réchauffement climatique qu'en 12, pendant ce temps-là, d'autres éléments, d'autres dimensions de la société sont en train de se préparer à notre insu et à l'insu du grand public et dans un silence assourdissant des médias. C'est comme toujours, on distrait le public vers un élément pour pouvoir en 12 faire passer des choses bien plus importantes et bien plus dommageables finalement pour la société. Il dit, que pensez-vous de l'expérience de Stanley Milgram, professeur d'université à Yale, qui a démontré dans les années 50-60, en fait l'expérience date de 1960, la soumission à l'autorité, et quel lien faites-vous avec le confinement de 4 milliards d'individus à des degrés divers? Voilà. Alors, Chloé. Alors, cette expérience, je la connais depuis un certain nombre d'années parce que je la trouve très emblématique d'un test de conformisme, en fait, qui est un test comme celui qu'on est en train de vivre à beaucoup plus petite échelle, qui consiste en 3 protagonistes, dont un seul cobaye, et les 2 autres personnes jouent en fait le jeu de l'expert en blouse blanche et d'une personne qui serait une victime, qui serait, disons, dans une cabine et auquel le cobaye est tenu d'envoyer des décharges électriques à la suite de ses réponses à des questions. Et on voit dans cette expérience que la personne dans la cabine se trompe régulièrement et qu'à chaque fois, la personne donc le cobaye qui actionne le courant électrique doit augmenter les doses et puis la réaction est de plus en plus forte dans la cabine. Et on voit à quel point la personne qui inflige la punition obéit en fait à la personne qui représente l'expert, l'autorité qui lui dit non, allez-y, il faut le faire, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, allez-y. Et en fait, le résultat de ça, moi je me suis renseignée, j'ai regardé, le résultat c'est que 65% des hommes et 73% des femmes ont suivi les instructions jusqu'au bout. C'est une expérience qui a été faite en 1963 et vous voyez à quel point l'être humain peut se soumettre dès qu'il reçoit un ordre à l'autorité. Moi, ça me fait froid dans le dos et effectivement, c'est ce qu'on remarque avec les personnes qui portent les masques ou qui obéissent à des consignes contradictoires en ayant peur. Et ça me fait également penser à un autre jeu, entre guillemets, un autre test, qui est celui de Solomon Asch. Vous avez certainement entendu parler de cette expérience où c'est pareil, en fait, on a une dizaine de personnes dans une salle qui sont tous complices, qui font partie du jeu. Et il y a une seule personne qui est testée, donc de nouveau un cobaye, qui doit en fait identifier la longueur de taille d'un trait noir qui lui est présenté par le présentateur, qui est présenté à toutes les personnes qui sont dans la pièce. Et au début, le jeu se passe très bien, donc il montre des petits traits comme ça, et puis donc les personnes qui sont à côté du cobaye répondent conformément à ce qui est montré. Et puis à un moment donné, toutes les personnes autour de la personne qui est testée répondent complètement à côté. Et là, la personne qui est testée se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est eux qui sont fous? Et en général, enfin pas en général, mais en tout cas dans un bon tiers des cas, la personne va contredire son intuition première, son bon sens, pour se conformer aux réponses de ses camarades et répondre complètement à côté de la plaque. Donc c'est vraiment un révélateur de la façon dont on peut avoir à la fois ce conformisme qui nous piège, qui nous asservit et ouais, cette obéissance aveugle, quoi. C'est cette déconnexion avec sa propre réflexion, sa propre intuition. Alors je sais pas, moi j'ai pas ça, j'imagine, je suis sûre que vous non plus, et je sais pas comment donner cette envie, ce goût, cette confiance à son propre libre arbitre aux gens pour qu'ils suivent enfin leurs intuitions. Je me questionne et toutes les réponses sont les bienvenues. Je serais heureuse de les entendre. J'ai envie de continuer en parlant des actions qu'on peut faire en Suisse, puisque effectivement, Emma, tu as parlé de ta fondation. Il y a également des pétitions. Alors, on sait ce que ça vaut. On met notre nom, on ne sait pas ce que ça va devenir. Surtout que les personnes qui décident de la validité de la pétition sont précisément les personnes qu'on accuse. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la panacée. Mais
On sait depuis vendredi que le Conseil fédéral a, sans grande surprise, fait voter donc l'application, les bases légales pour l'application de traçage que le Parlement a accepté, qu'il a admis que nous sortions de la situation extraordinaire, donc on était actuellement dans une situation particulière dans laquelle il faut quand même demander au canton la permission avant d'imposer des mesures. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'a fait le Conseil fédéral? Il a mis en place un projet de loi pour pérenniser toutes les ordonnances qui lui donnaient les pleins pouvoirs. Donc, ce projet de loi, il est en consultation jusqu'au 10 juillet, 3 petites semaines, alors que normalement, c'est combien? C'est 3 mois, un projet de loi, pour être en consultation. Donc là, ils ont estimé qu'il fallait écourter ce temps-là et qu'il fallait le mettre en place pour le 12 août, au milieu des vacances scolaires, comme souvent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réunion qui est prévue à Lausanne pour les Suisses ou pour les frontaliers qui ne sont pas trop loin, vendredi, donc demain à 19h30, 1 avenue Beau-Rivage, route de Beau-Rivage, pardon. Je vais mettre le lien, on va mettre le lien sous la vidéo pour mettre au point, pour élaborer ce fameux référendum, puisque la loi, je ne vous ai pas encore dit, mais dans la loi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la possibilité pour le Conseil fédéral, donc pendant 2 ans, cette loi, normalement, elle court sur 2 ans et demi, jusqu'à fin 31 décembre 2022. Donc, le Conseil fédéral peut imposer des traitements, peut imposer des mesures de protection, ce qu'ils appellent mesures de protection, donc c'est isolement, distanciation sociale, parois, etc., traçage, et les vaccins, etc. Et puis aussi peut interdire ou restreindre des activités économiques ou médicales. Donc, si le Conseil fédéral estime qu'il faut de nouveau fermer les boutiques, il n'y a pas de problème, elle y va comme ça. Et il y a un deuxième volet dans cette loi qui est intéressante. J'arrête de dire loi, projet de loi, parce que je ne veux pas qu'elle passe. C'est l'article 8 qui dit que la Confédération prend entièrement en charge les coûts de distribution régulière par la Poste suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de presse locale et régionale. Donc, elle se charge de financer l'acheminement des médias locaux et régionaux et nationaux aussi, non, local et régional, et que pour les médias papier qui sont supranationaux ou supra-régionaux, elle paye 27 centimes l'exemplaire et elle donne aussi accès aux abonnements électroniques de l'ATS. L'ATS, c'est l'équivalent de l'AFP en France ou de Reuters. C'est les agences de presse, vous savez, qui vous livrent tout fait, les infos qu'ils ont j'ose pas dire, mais disons qu'ils ont mis au point, je veux dire, et puis sur lesquels les journalistes, j'ose même plus dire ce mot, les relayeurs de désinformation mettent dans leurs journaux. Bref, que cette agence télégraphique suisse, ATS, ça veut dire ça, soit financée avec la redevance télé, quoi, radio-télé. Donc là, vous inquiétez pas, on va mettre en place ce référendum. Venez nombreux demain, vendredi 26 juin, à Lausanne, à 19h30. Je vous mettrai le lien et puis on va y aller, quoi. On va pas se laisser faire. Merci. Merci infiniment pour ton franc-parler. Juste pour reprendre une phrase de ce livre que j'ai adoré, les médias sont devenus des caisses de résonance des autorités. Et ça, c'est une phrase qu'a dite Jean-Dominique Michel. Ça résume beaucoup de choses finalement. Voilà. Restons positifs, lisons, échangeons toujours et restons dans cette discipline d'aller bien parce que c'est difficile d'aller bien. Donc voilà, je vous envoie toute ma bonne énergie. Merci Emma pour ces conseils que je soutiens tout à fait, effectivement. Alors Chloé, vas-y. Moi aussi, je suis comme toi, Emma, j'improvise totalement. Du coup, j'avais aussi des bouquins à côté de moi. Alors, j'en ai un à vous montrer. C'est pas aussi facile à lire que ce que tu présentes, mais c'est quand même super intéressant. C'est les Confessions d'un assassin économique qui explique l'asservissement des peuples du Sud avec l'endettement de la Banque mondiale et du FMI. Et ce monsieur, John Perkins, qui a écrit ce bouquin, il a été assassin économique et il a mis en mis en chantage Saddam Hussein. D'ailleurs, il a essayé de le faire et vu que ça marchait pas, il n'a pas été corruptible. À ce moment-là, l'armée américaine est venue et lui a fait sa peau, disons, lui a fait la peau. Et disons que si on comprend ça, si on lit ce bouquin, on comprend les guerres, on comprend la dette, on comprend les rapports de force, l'impérialisme moderne. Voilà, ça c'était pour la petite touche culturelle. Je voulais aussi faire le point par rapport aux choses que j'avais expliquées la dernière fois. Donc il y a eu le procès de Stan Mayo et je voulais d'ailleurs répondre à Jean-Marie Marien, Jean-Jacques, c'est toi qui nous as parlé de
de ton abonné, de cette personne qui en fait avait des doutes par rapport à la pédocriminalité d'État et de réseau que dénonce Stan Mayo et tant d'autres. Il y a énormément de lanceurs d'alerte qui le font et de plus en plus. Donc Stan Mayo, il le fait depuis plus de 10 ans et il s'est retrouvé en prison donc au Venezuela à partir du 10 juillet et puis en France à Saintes puis à Poitiers à partir du 4 décembre. Et là donc il y a des vices de procédure. Le chef d'accusation est complètement fallacieux puisqu'il accuse d'association de malfaiteurs alors qu'il voulait simplement interviewer les enfants qui étaient victimes, etc. Il y a eu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc pour ce monsieur Jean-Marie, je vous invite à regarder l'affaire Epstein qui a percé dans les médias mainstream. Il y a eu le Pizzagate, il y a eu Ronald Bernard, enfin bref, il y a une émission de Élise Lucet qui d'ailleurs a été censurée de YouTube l'année dernière, viol d'enfants, la fin du silence, enfin, etc. Il y en a des documents, il y en a pléthore. Et donc, le résultat de ce procès sera donné le 8 juillet. Donc, on espère que cette fois, il sera relâché puisqu'il a des tumeurs, il a une rage de dents, personne ne le soigne. Et il a même été mis au cachot pendant 2 semaines puisqu'il a osé, grand drame de l'histoire, ne pas porter de masque quand il s'est entretenu avec son avocat le jour du procès. Donc voilà pour la suite du procès de Stan Mayo. Également l'atelier constituant que j'ai fait avec Étienne Chouard, Dominique Gaigne, Anna Saillant et d'autres constituants à Aix-en-Provence. J'y ai laissé ma voix d'ailleurs. Vous voyez, elle n'est plus aussi forte que d'habitude. J'ai également animé le jeu de la monnaie. Alors on a 2 liens sur Facebook. Je pourrais vous les mettre sous la vidéo si vous voulez voir les lives en question. C'est vraiment bien marré. Et on a appris énormément de choses. Et on s'est entraîné politiquement à écrire la Constitution, ce qui est vraiment un exercice que je conseille à tout le monde. Pour ce qui est de mes conseils, de ce que je vais faire cette semaine, je vais continuer à parler gentiment aux personnes qui ont un masque pour leur demander pourquoi elles le portent. Et également, c'est une proposition de quelqu'un qui m'a écrit sous ma vidéo. Les personnes qui voient des médecins, moi c'est pas mon cas parce que j'ai pas de médecin, mais qui consultent des médecins allopathiques, chimiques. C'est peut-être un peu injurieux de dire ça, mais moi c'est comme ça que je le vois. Peuvent leur demander ce qu'ils pensent des labos pharmaceutiques et de la gestion du Covid-19. Juste poser ces questions-là. Comme tu disais, Jean-Jacques, dans ta vidéo avec les 30 questions, poser des questions, ça met pas en danger et puis en même temps, ça permet de réfléchir. Je ne sais pas si Salim veut continuer par rapport à la pédocriminalité, parce que je sais que tout à l'heure, tu avais des choses à dire intéressantes. Et puis, alors surtout, je vais aller au soleil, je vais me balader, je vais aller à Paris, je vais faire un événement. Et je vais continuer à rencontrer plein de personnes qui me donnent le moral, avec qui je vais faire des bisous et des câlins, comme d'habitude. Merci beaucoup, Chloé. Salim, donc vas-y pour aussi tes recommandations positives et peut-être un petit commentaire sur Stan Mayo si tu en as envie. Oui, j'invite les gens vraiment qui connaissent son combat contre la pédocriminalité à l'aider et le soutenir, notamment en lui envoyant des encouragements et pourquoi pas des moyens, de l'argent pour qu'il puisse continuer en prison correctement, de soulager son passage en prison. Ça, c'est les choses concrètes qu'on doit faire. Concernant la pédocriminalité, je crois que, on n'a rien inventé, hein, il suffit de constater le réel. Vous avez vu le scandale Kendler en Allemagne. L'État a donné pendant 30 ans des enfants, des gamins, des mioches à des pédocriminels qui les ont violés. Il y a eu même des assassinats, des morts suspectes, etc. Je vous rappelle également, moi qui ai attaqué Pierre Berger, les traités de pédocriminels parce qu'il avait, c'est pas moi qui l'ai traité, c'était des articles de presse et je confirmais ces accusations et j'ai amené à la barre le 10 juin dernier Gérard Fauré, un des plus grands dealers de cocaïne de France, de la meilleure cocaïne possible, qui fournissait le couple Berger-Yves Saint-Laurent à la Villa Majorelle au Marrakech, au Maroc, et en leur ramenant 200 grammes de cocaïne dans ses épaulettes pour les faire passer à la douane. Et il a vu des gamins sur place, quasiment nus, et voilà, il a témoigné à la barre mercredi 10 juin dernier. Donc c'est quand même assez extraordinaire. On a fait un travail phénoménal sur le cas Gabriel Matzneff, dont l'ami intime est Emmanuel Pierrat, l'avocat de Pierre Berger. Donc j'ai essayé de faire, lors de ma plaidoirie, le lien entre tous ces gens qui se connaissent et qui s'apprécient, qui s'entraident, hein, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, Emmanuel Pierrat, Gabriel Matzneff, Le Point, etc. Enfin voilà, c'est un petit monde. Et je rajoute aussi le Ghislaine Maxwell,
celle qui était le bras droit de Jeffrey Epstein. Il y a la presse anglo-saxonne, enfin anglaise, The Sun, qui a créé un papier il y a 3 jours, expliquant qu'elle était cachée à Paris, à quelques centaines de mètres de la demeure de l'avenue Montaigne et de la demeure d'Epstein, et la presse française, la police française n'est pas au courant. Alors je rappelle que la justice américaine la recherche. Donc il n'y a pas que, enfin, la France est un des pays phares mondiaux de la pédocriminalité. Ça, il faut le savoir. Mais je pense que c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil un peu partout. Il y en a de partout dans tous les pays du monde. Mais ici, elle est institutionnalisée. Il y a des écrits. On veut la légaliser par la loi, etc. Donc, les gens. Après, je comprends, hein, Chloé. Je pense que c'est un petit peu normal que les gens refusent cette réalité parce que c'est extrêmement violent. Franchement, c'est le sujet brûlant. Enfin, il y a pas pire. Il n'y a pas pire. D'ailleurs, moi, je deviens violent quand je parle de ces sujets. Je perds mon humanité, tu vois. C'est insupportable. Donc, je les comprends, mais voilà, ceux qui ont la capacité, la possibilité de prendre ce combat bras-le-corps, eh ben, faites-le parce qu'il est réel. Maintenant, la note positive, ça va être difficile avec ce que je viens de dire. Ça va être chaud. La note positive, c'est voilà, lecture. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nos adversaires, leur source, c'est Wikipédia. Voilà, mais vraiment, je plaisante pas. Moi, mes sources, c'est beaucoup de livres. Enfin, avancer pour que de plus en plus de gens soient informés de ce qui se passe vraiment et qu'ils puissent se conscientiser, se prendre en main. Et on va y arriver. Et je crois aussi que notre force, c'est qu'on ne peut pas arrêter. Victor Hugo disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu ». Et je pense que l'idée de la responsabilité individuelle et de sortir de ce monde de Big Pharma, des vaccins, de Bill Gates, c'est vraiment le moment. Alors faisons-le. Et je terminerai sur cette image. J'ai fait un livre là-dessus. Il s'appelle « Les enfants épanouis ». Et dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai appris en 50 ans. J'ai eu notamment beaucoup d'enfants qui avaient été massacrés par les vaccins, mais on peut toujours s'en sortir. C'est jamais trop tard. La clé, quel que soit l'état de santé d'un enfant, d'un adulte, c'est de se dire, quand on va dans le sens de la nature va nous aider à reprendre les choses en main. Ne sombrons plus dans le désespoir et dans l'idée que c'est l'extérieur qui va nous sauver. C'est nous qui allons le faire. Lecture, pour ceux qui veulent voir les liens entre différentes choses qui n'ont pas l'air d'avoir des liens entre elles, eh bien, je vous recommande d'aller lire La guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac, qui est un livre qui justement a le courage de faire toute une série de liens avec des choses qui ont l'air disjointes a priori. Voilà. L'histoire est un éternel recommencement. Quand il y a eu le H1N1, un jour, c'était au mois d'octobre 2009, j'étais dans une grande salle où il y avait des médecins d'un CHU qui venaient expliquer qu'il faudrait se faire vacciner parce que la grippe H1N1 allait arriver. Et puis, après leur long baratin, très intéressant, ils ont demandé est-ce qu'il y a des questions. Alors, j'ai levé la main, j'ai dit oui, moi je suis le Candide. Et alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous avez bien dit que le virus est apparu au Mexique à la mi-avril. Oui. Bon. Donc, avant, on ne le connaissait pas. Non. Bien. Alors, j'ai une question. Le 9 mars, M. Sarkozy est en visite au Mexique et en sa présence, un contrat est signé entre un laboratoire français et un Mexicain pour la création d'une usine de production de vaccins contre la grippe dans l'hypothèse d'une future pandémie. Est-ce qu'il y aurait des voyantes extralucides chez les laboratoires pharmaceutiques? Alors, ils m'ont répondu, mais vous êtes un menteur. Je dis, mais non, j'ai là le communiqué de l'AFP, qui est du 9 mars. Et puis, j'ai mieux que ça. J'ai la question, la question écrite de mon député de l'Isère, François Brault, qui demande à Madame Bachelot aussi si les laboratoires sont des voyantes, parce qu'ils posent les mêmes questions. Alors, vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, nous allons vous expliquer le masque. Comment il faudra le porter et comment il faudra l'acheter, etc. Alors je dis, attendez, vous nous faites le téléachat, c'est gentil, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Alors là, il y avait un gros brouhaha, la moitié de la salle est partie, bon, l'autre dormait, c'est pas grave, bon, mais voilà, ça en est resté là. Eh bien, j'ai l'impression qu'on revit la même chose, hein, d'un truc organisé à l'avance, avec des contrats qui sont signés avant, des brevets déposés 2 ans avant, etc. Puis on dit, ah non, c'est des coïncidences. Ah bon, c'est pas mal. Belle coïncidence, n'est-ce pas?
Vous avez parlé dans l'interview que j'ai vue de vous du dogme et vous m'avez tellement fait rire quand vous avez parlé de ce moment où vous êtes allé voir un colloque, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, de médecins, où vous leur avez demandé à l'époque, parce que là on est vraiment, moi ce qui me fascine c'est le dogme, parce qu'on revient aussi à cette réaction aussi au Brésil où les gens, l'OMS a dit, le docteur a dit, donc c'est la parole de l'évangile. Surtout TF1 a dit, ça c'est important. Oui. BFM, bon maintenant ils sont beaucoup en grève, donc c'est un peu moins le… Mais BFM n'a pas dit, ça n'existe pas. vous m'avez fait tellement rire quand vous aviez dit dans cette interview que vous êtes rentré là en demandant aux médecins s'il y en avait qui avaient des doutes par rapport à la vaccination et aucun n'a répondu. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous aviez l'impression d'être… Alors, il faut préciser que j'avais été invité à la concertation citoyenne organisée par Madame MST, Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé à l'époque, sur la question de redonner confiance aux Français dans les vaccins. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'a invité? J'en sais rien. C'était peut-être le loup dans la bergerie, j'en sais rien du tout. Toujours est-il que j'étais là devant des médecins qui, je pense, avaient été triés sur le volet, puisque quand j'ai posé la question, personne n'a réagi. Donc, j'ai dit, ça me rassure, vous êtes tous du même avis, mais j'ai quand même l'impression d'être un instituteur qui est venu demander la suppression du catéchisme à une assemblée d'évêques. Mais bon. Et après, je leur ai montré des courbes officielles qui montraient que les vaccinations de masse arrivent toujours lorsque la courbe épidémique est retombée. Donc, apparemment, elle ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que vous avez écrit donc plusieurs livres, dont un qui a retenu mon attention évidemment, Vaccin, on nous aurait menti, qui s'affiche là à l'écran. La vie d'un avocat, 11 vaccins obligatoires, l'inconscience politique. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement à tous ces parents? Comment on peut leur donner un peu de pistes? Parce que là, maintenant, tout le monde a vraiment peur de ce vaccin obligatoire qui pourrait arriver. Est-ce qu'il y a des entités en France qui peuvent aider les parents justement ou des personnes? Oui. D'abord, il y a des organisations, comme par exemple la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui est à Annecy, enfin Chavannes exactement, c'est la banlieue d'Annecy, qui a plusieurs milliers d'adhérents, qui a une permanence tous les matins, 0450 10 12 09. Moi, j'ai beaucoup de mémoire des numéros de téléphone, j'ai pas de difficulté là-dessus. Et puis, bon, il y a d'autres, il y a l'organisation Alice également, qui milite pour ça, il y a le REVAB. Il y a beaucoup d'organisations qui regroupent les gens contre. Et puis, il y a aussi, de l'autre côté de la frontière franco-belge, il y a l'initiative citoyenne qui fait un boulot énorme parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un petit truc d'initiative citoyenne. On est toujours, mais comment elle fait pour prendre autant de choses? Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il y a des infos qui sont la logique et du bon sens qu'on nous cache. En 1980, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Dossé qui a eu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert les systèmes HLA, qui veut dire Human Leukocyte Antigen. Système HLA, ça veut dire que tout le monde sait qu'on appartient à un des 4 groupes sanguins, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on appartient tous à un groupe immunitaire différent. Et là, il y a plus que 4 groupes, il y en a plusieurs dizaines. Et le biologiste Michel Georget avait bien détaillé, dans son dernier bouquin « Vaccins, les vérités indésirables », il avait bien détaillé tous les groupes, quels étaient les groupes, les sous-groupes, etc. Et en fonction du groupe auquel on appartient, on sera répondeur ou non à tel vaccin, trop répondeur, donc maladie auto-immune, ou pas du tout, ou très peu. Ce qui veut dire que, par définition, on sait depuis 1980 que les vaccins, la vaccination de masse, eh bien, elle est toxique pour certains, elle est totalement inefficace pour d'autres, un peu efficace pour d'autres, peut-être efficace pour d'autres encore, en fonction du groupe, mais ça on le sait depuis 1980. Et Jean Dossé avait dit à l'époque, la vaccination de masse sera bientôt une pratique du passé. C'est-à-dire qu'il dit, c'est une aberration scientifique, puisque ça ne peut pas marcher pour tout le monde, puisqu'on a tous une immunité différente. Bon, voilà un petit peu ce qu'il faut dire aux parents. Comment on fait pour savoir quel est son HLA? Eh bien, il faut faire une analyse, une prise de sang, et demander un typage HLA. Demander, je voudrais savoir à quel groupe appartient mon gosse. Et
il se trouve qu'il y a les médecins peuvent savoir de quoi on parle. Là, en l'occurrence, si on va chez son médecin en France, je veux faire un typage HLA, il est compétent pour nous trier après dans quel groupe on est. Ce qui est embêtant, c'est que 9 médecins sur 10 vous font des yeux ronds quand vous leur parlez de ça. Alors vous leur dites, mais enfin, c'est un prix Nobel de médecine qui a découvert ça. Vous savez forcément. Alors, ah bon, ah oui, peut-être, bon. Et alors, c'est vous qui lui expliquez. Vous l'expliquez, mais bon, c'est malheureux. De toute manière, la médecine croit tout savoir, puisque aujourd'hui, on a des procès contre des gens qui guérissent par des procédés des données non acquises de la science ou du scientifiquement non prouvé. Bon, ça veut dire que tout ce que ces gens-là ne savent pas, ça n'existe pas. Bon, n'empêche, il y a des gens qui guérissent, donc ça existe quand même. Donc, ce qu'il faut, c'est que dire à ces grands messieurs, vous ne savez pas tout, et tout ne dépend pas forcément de la médecine. Moi, j'ai assisté personnellement à des guérisons scientifiquement impossibles. J'ai assisté, enfin, j'ai même un peu participé, je dois dire, un gamin qui était dans le coma profond, dont on avait dit, il n'a plus aucune chance. C'était le professeur chef de service qui l'avait dit. Il passera pas le week-end. Bon. Et quand il a commencé à se réveiller, ah oui, mais ce sera un légume. Et quand il a commencé à montrer des signes et commencé à écrire, sans voir ou sans parler, tout le monde était bien embêté. Et ce qu'on faisait, c'était simplement lui faire de l'énergie tirée des arts martiaux. Bon, officiellement, ça n'existe pas, mais n'empêche que le gosse, un an après, il allait à l'école. Bon, ça n'existe pas, c'est une coïncidence. Voilà. C'est cette mauvaise foi qu'on rencontre partout qu'il faut combattre et qu'il faut expliquer aux parents. D'autre part, les vaccins, c'est bien beau, mais si moi on me disait il est obligatoire de prendre un verre de Bourgogne parce que ça vous vaccine contre la diphtérie. Je dis ça marche ou ça marche pas, je m'en fous, mais c'est pas désagréable, ça n'aura pas tellement d'effets secondaires sur moi. Bon. Mais si on me dit, c'est une saloperie où il y a de l'aluminium, du mercure, des éthers de glycol, des trucs comme ça, je dis, hey, du calme. Alors là, on va regarder un peu de plus près ce qu'il y a dedans. Et là, c'est là que le débat devient intéressant. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'il peut y avoir dans les vaccins. C'est une vraie cuisine. On publiera aussi en lien de cette vidéo la liste du CDC, Center for Disease Control, qui est notre liste qui revient à chaque fois, puisque ça sert à rien de la changer. Elle est là, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a dedans, et c'est vrai que la plupart des parents ne savent pas. Qui expliquait en fait qu'en 2007, la firme pharmaceutique Merck avait lancé un essai clinique qui s'appelait STEP. C'était une étude de grande ampleur d'un vaccin contre le VIH, utilisant aussi un vecteur adénoviral, qui avait le nom un peu complexe ADHU5, pour adénovirus humanisé 5, voilà, pour transporter des gènes viraux. Quelques 3000 sujets qui n'étaient pas porteurs du VIH ont reçu le vaccin ou le placebo. À mesure que l'essai avançait, un signe inquiétant est apparu. Les personnes vaccinées n'étaient pas mieux protégées que celles qui avaient reçu le placebo. Elles apparaissaient même plus vulnérables à l'infection. Un décompte réalisé à mi-parcours de l'étude indiqua que 49 hommes sur les 914 du groupe vacciné étaient devenus séropositifs, donc 5,36%, alors que c'était le cas pour 33 hommes sur 922 dans le groupe placebo, donc 3,57%. Durant l'été 2009, l'essai STEP a alors été suspendu. Et ils expliquaient en disant qu'en fait, chez les personnes présentant une immunité préexistante à l'adénovirus correspondant au vecteur, le système immunitaire a pu attaquer le vaccin lui-même. On ne sait pas en revanche pourquoi les personnes vaccinées semblaient plus sensibles à l'infection par le VIH. Mais une des explications plausibles, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Et donc, les biologistes ont souvent une vision très réductrice. Ils espèrent aller bricoler un virus. Mais la nature a une complexité supérieure et donc, voilà, l'ensemble d'un virus, ça ne donne pas dans un organisme le même effet qu'un virus que l'homme a été bricolé génétiquement en pensant qu'il allait mettre tel bon gène et tel bon gène les uns à la suite des autres. Alors moi, ma conclusion par rapport à tout ça, c'est de rappeler quand même aussi que
suite au scandale du vaccin H1N1, l'ex-commissaire européen à la santé, le docteur Vytenis Andriukaitis, qui est lui-même médecin, avait déploré, je cite, les expériences terrifiantes vécues par les victimes du vaccin. Alors là, on a de plus en plus de signes que ces vaccins ne vont pas être efficaces, qu'il va y avoir des risques exorbitants. Et on a appris récemment, pour couronner le tout, que Madame von der Leyen avait organisé un deuxième téléthon sur les vaccins. Ça avait déjà écœuré beaucoup de gens, le premier téléthon, puis on a eu un deuxième. Donc l'Union européenne va dilapider au moins 10 milliards d'euros de francs des contribuables européens pour ces projets de vaccins. Sur le site de l'OMS, on parle encore de 30 milliards d'euros, de dollars, bref, supplémentaires de la part des États-Unis. Donc, c'est quand même des sommes colossales. Et je voudrais juste rappeler pour terminer simplement que chaque année, il y a plus de 14 millions de décès liés au manque de nourriture et au manque d'eau potable. Donc, chaque jour dans le monde, 25 000 personnes meurent de la faim, c'est les chiffres de l'ONU. Et voilà, vous avez plus de 13 000 personnes qui meurent chaque jour par non-accès à l'eau potable. Donc, ce sont des chiffres ahurissants. Et donc, pour nous, je pense qu'il faut que les gens s'interrogent sur la notion de détournement de fonds, d'escroquerie, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Écoute, Sophie, c'est génial. Tu es tellement exhaustive quand tu parles. Tu réponds à la question que je voulais te poser sans que je te la pose. Alors, c'est génial. J'ai plus rien à faire. Je voulais justement te demander s'ils avaient testé avec un placebo, ça, parce que dans le domaine vaccinal, on parle toujours de placebo en pensant que on compare le vaccin en test avec de l'eau saline, par exemple. Et puis là, je vois qu'ils nous refont le coup parce que, par exemple, le Gardasil, d'ailleurs, ils en parlaient dans Vax 2 où Robert Kennedy Jr. Explique bien que pour voir quels sont les effets du Gardasil, ils ont pris le groupe 1 Gardasil, donc le vaccin anti-HPV, papillomavirus pour prévenir du cancer de col de l'utérus, bref, et le groupe témoin avait donc reçu le vaccin contre l'hépatite B. Ils ont dit en fait le groupe placebo ils ont pas, enfin c'est exactement plus ou moins les mêmes résultats, il n'y a pas plus d'effets problématiques avec le vaccin Gardasil puisqu'évidemment comme les deux avaient des adjuvants et des métaux lourds, évidemment c'est un peu compliqué, ils ont fait le coup aussi avec le Cervarix et d'autres. Donc merci d'avoir répondu, mais on va revenir après. Je vais te poser encore des questions, mais Jean-Jacques, toi qui es passionné par tous ces systèmes de tests, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de tests. La semaine passée, on a parlé des tests sérologiques. Et là, tu voulais nous parler des tests PCR. Alors, je crois que ça t'a bien passionné, cette histoire, hein? Oui, non seulement ça m'a passionné, mais ça m'a pris à peu près 6 heures pour comprendre un article de David Crowe sur la fiabilité des tests PCR, un article en anglais d'une trentaine de pages. Et d'ailleurs, il a fallu que je m'y reprenne 3 fois, à 3 lectures, pour commencer à comprendre ce qu'il voulait dire. Et donc, j'ai d'excellentes nouvelles ou de très mauvaises nouvelles, c'est selon. C'est-à-dire que après avoir lu tout cela, eh bien, je n'ai plus aucune certitude sur le fait qu'il y a même eu une pandémie depuis le mois de décembre dernier, si on compte le début de la pandémie, parce que je n'ai, après la lecture de cet article, plus aucune confiance sur ce que nous montrent les tests. Alors, quand on parle de tests, Simplement, je voudrais préciser quelque chose qui n'est pas clair dans la tête du public, c'est que actuellement, quand on parle de tests du Covid-19, il existe 3 types de tests, 3 grandes catégories de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide. Ce sont ceux où on prend une goutte de sang et on regarde si c'est positif, négatif ou indéterminé. Il y a les tests ELISA qui correspondent un peu aux tests qu'on avait utilisés pour détecter le VIH au niveau du sida. Et puis, il y a les tests PCR. Les tests PCR sont faits avec les prélèvements que l'on fait en introduisant une brossette. Donc, j'ai appris en fait que c'est pas un coton-tige, c'est une brossette où on racle des cellules à l'intérieur du nez des personnes pour prélever de l'ADN et pour regarder ce qui se passe. Donc, il y a une émission dans la chaîne Le Média où ils ont interviewé un physicien qui s'appelle David Mendez.
qui a remis en question la fiabilité des tests de diagnostic rapide. Donc, c'est de cela dont il parlait, ce physicien, et c'est vraiment intéressant. On laissera d'ailleurs le lien de cette émission pour bien comprendre ce qu'il raconte. Ce qu'il dit, David Mendes, qui est physicien et qui donc a un laboratoire de tests, c'est que lui, il a testé les tests. Et il s'est rendu compte que parmi les 23 tests homologués par le CNR en France, eh bien, il y a une opacité complète sur les critères qui leur ont permis d'homologuer ces tests. Et lui a eu l'occasion de tester 11 de ces 23 tests. Et d'après lui, seulement un test sur les 11 qui étaient réputés homologués passe la barre. Et la barre, ça veut dire quoi? C'est 95% de sensibilité, 98% de spécificité. Bon, je n'explique pas parce que je n'ai pas le temps. Il me faudrait 1h30 aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Mais même une sensibilité de 95%, ça veut dire que 5 personnes sur 100 pourraient être des faux positifs avec ce test de détection rapide. C'est devenu le lobby le plus important au monde. Et quand on ouvre les calculs aux États-Unis, mais les lobbies, c'est dingue. Hein. On parle du pétrole et compagnie, mais alors la pharma, je crois qu'il y a vraiment maintenant beaucoup de gens qui se réveillent et qui se disent « Waouh, on n'avait pas compris à quel point nous étions, nous, les produits, en fait. Hein, parce que sans consommateur, la pharma, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que là, c'est dingue. Et merci pour ta chronique. C'est vrai qu'elle est effectivement hard pour les personnes qui sont encore bien au chaud. Et puis là, maintenant, on va tout de suite passer avec toi, Chloé, parce que maintenant, on va parler d'action. Tu vas nous parler d'action sur un système encore existant dans ce qui nous reste de la démocratie, le référendum. Alors là, on revient en Suisse, du coup. Ouais. Et c'est à toi. Alors, je fais une chronique spéciale suisse, mais ça peut quand même être une source d'inspiration pour les autres pays et puis pour voir éventuellement les analogies entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs, comme on a vu au Brésil avec Christophe tout à l'heure. Alors, déjà, je vous fais un tout petit topo sur le système de gouvernance en Suisse. On a donc le pouvoir exécutif fédéral, qui est l'équivalent de président avec des ministres. Il y a 7 personnes qui sont présidents l'un après l'autre. Chaque année, disons que ça change. Ils sont présidents pendant 1 an et ces gens-là ne sont pas élus par le peuple, mais par les 2 chambres fédérales, donc le Conseil national qui correspond à l'Assemblée nationale en France et le Conseil des États qui serait un peu comme le Sénat en France. Alors, le législatif, on les élit, eux. On élit nos conseillers nationaux, nos conseillers des États. Et ensuite, on a les cantons qui ont également l'exécutif et le législatif qui sont élus comme presque partout sur la planète. Ça, c'est le côté parlementaire, disons. Après, on a la partie démocratie directe qui est la possibilité pour nous de faire des initiatives ou des référendums. Alors, il y a une petite différence. Une initiative, c'est l'initiation d'une loi ou d'une modification de loi ou d'une modification de la Constitution fédérale. Il faut savoir juste qu'au niveau fédéral, donc au niveau national, on ne peut pas changer les lois. Donc, par exemple, on ne peut pas changer la loi sur les épidémies qui nous promet la vaccination obligatoire. Et puis ensuite, il y a au niveau des cantons la même chose. Pour la Constitution, on peut la changer. Et pour les lois, ça dépend des cantons. Voilà. Voilà pour le socle de notre système de gouvernance. Et puis, donc, on était resté à l'épisode de la votation du 19 juin, veille de mon anniversaire, sur l'application The Swiss Covid, qui donc permettait c'était un changement de la loi sur les épidémies, la loi sur les maladies transmissibles de 2012, qui permet donc de mettre en place cette application qui va tracer donc tout le monde, toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir le Covid-19, en sachant donc toutes les erreurs de diagnostic dont on a parlé avant, et donc de façon volontaire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de réactions en mettant sur mon Twitter la semaine dernière, enfin, disons ce week-end, le fait qu'on ait lancé le référendum. On a lancé le référendum dernier vendredi 26 juin, avec des personnes qui disaient de toute façon, c'est volontaire, donc pas de problème. Le seul truc, c'est qu'on a un deuxième projet de loi qui, lui, n'est pas voté, s'appelle la loi Covid-19, qui nous dit, dans l'un de ses articles, l'article 2, que toutes les personnes qui sont testées positives au Covid doivent subir la quarantaine et qui n'ont pas le choix.
Donc, à partir du moment où vous êtes testé avec cette application, eh bien, vous serez obligé d'être en isolement forcé. Donc, pour la première loi qui concerne l'application, on a lancé le référendum. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est une feuille comme ça qu'on peut télécharger. Je mettrai les liens sous la vidéo. Il y a les 3 langues, l'allemand, l'italien et le français, qu'il faut faire signer à 50 000 personnes en 100 jours. Donc, on a jusqu'au 8 octobre, mais il faudrait récolter les signatures jusqu'au 30 septembre au maximum, en sachant que, petit détail de mode d'emploi, petit détail technique, il faudrait valider les signatures à votre commune. Quand vous les avez, c'est une feuille par commune. Voilà, donc ça, c'est lancé officiellement et le décompte est parti. Ensuite, on a ce deuxième projet de loi qui est en consultation actuellement, qui donc s'appelle la loi Covid et qui a un délai de consultation. Alors, je vous dis tout de suite, la consultation, elle ne s'adresse pas à la population, elle ne s'adresse pas au peuple, hein, elle s'adresse aux cantons, aux industries pharmaceutiques, aux associations faîtières de l'économie. Enfin bon, elle ne s'adresse en tout cas pas à la population qui va subir toutes ces lois, tous ces articles de loi ensuite. Donc, il y a 3 semaines de consultation alors que normalement, c'est 3 mois. Juste pour vous donner un petit peu l'échelle. Donc, normalement, au 10 juillet, il lance la loi et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle sera votée au Parlement, mais nous allons nous préparer et préparer le référendum pour que dès que la loi est votée au Parlement, on la lance et pareil, il faudra 50 000 signatures en 100 jours. Alors, cette loi-là, elle est un peu plus, disons, dangereuse que la loi sur l'application puisqu'elle permet aux cantons pendant 2 ans et demi, donc jusqu'à fin 2022, de passer outre la situation particulière ou la situation extraordinaire déclarée justement dans cette période de Covid, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'éléments particuliers qui permettent de mettre le pays en situation d'urgence, en fait, eh bien, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à interdire ou restreindre les activités économiques ou médicales, à prendre des mesures pour le traitement des maladies, donc ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, y compris le vaccin. Et ça, c'est dans le rapport explicatif qu'on voit qu'ils peuvent nous imposer la vaccination, puisque je vous rappelle que dans la loi des épidémies, dont j'avais parlé au tout début dans ma vidéo sur Gavi, je parlais d'une vaccination obligatoire possible en situation particulière. Sauf que là, ils n'ont plus besoin d'avoir une situation particulière pour nous imposer la vaccination. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, actuellement, on n'a pas de vaccin obligatoire. Donc, ce serait une grande première. Attention. Et puis également, donc, le Conseil fédéral pourrait obliger les cantons à ordonner des mesures visant à protéger les personnes vulnérables, etc. Donc, à imposer la distanciation sociale, les masques et puis les espacements dans les restaurants. Enfin bon, tout ce qu'on a vécu durant ces 3 mois de restrictions et de répression. Donc, tout ça, on s'y prépare et là, je crois que le Conseil fédéral ne s'y attendait pas forcément. Donc, on va attendre d'avoir ce projet de loi qui soit voté par le Parlement pour nous mettre en marche pour le deuxième référendum. Toutes les personnes qui ont besoin d'explications, vous pouvez donc cliquer sur les liens qu'on va vous mettre et vous pourrez me contacter également. On va faire une conférence de presse bientôt et une réunion publique avec toutes les personnes qui veulent plus de renseignements. Voilà pour ce qui est du référendum. Ah oui, j'ai encore une petite chose à dire. Effectivement, on a mis les feuilles du référendum au départ sur un support Google Doc. Donc, c'était pas très cohérent avec le fait qu'on rechigne contre l'application. Donc, on a eu quelques remarques. Et effectivement, là, on l'a mis sur un support de open source. Donc, on n'a plus ce problème-là. Voilà, donc on ne lâche rien. Et en Suisse, on peut encore tenter de changer les choses et de retomber sur nos pattes. Emma, on va s'y atteler, n'est-ce pas ? Oui, prenons des vitamines à haute dose. Quand on est dans la peur, il n'y a plus de logique. Vous avez beau dire des choses, expliquer, etc. Les gens qui ont peur, ils ont peur. Alors, il faut peut-être dédramatiser les situations, faire de l'humour et montrer qu'on est tous manipulés. Il y a un dessin qui me paraît très intéressant, qui est celui-là. Alors, je ne sais pas s'il apparaît bien à l'écran. Regardez bien. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui. Oui, on l'avait vu sur les réseaux. En tout cas, c'est un dessin qui m'est pas étranger. Voilà. Quand on vous traite de complotiste, vous dites, bah oui, regardez ce dessin et vous comprendrez tout de suite.
Le problème, il est là. J'ai mis une chanson sur YouTube il y a quelque temps qui s'appelle « Elle va mourir la Liberta », hein, sur un air d'Aznavour. Et vous verrez, c'est pas triste. Et il faut réagir par de l'humour, en se moquant vous-même de ceux qui se moquent de vous, en disant mais vous êtes des moutons, vous êtes des trouillards, vous êtes des lavettes. Vous leur dites ça, alors comment quoi? Ils vont piquer la mouche et on va leur dire mais le virus de toute façon, il passe au travers de ce masque, alors ça sert à quoi? Alors ils vont vous poser comment, mais à la télé ils ont dit qu'il passait pas. Ben si, il passe mon vieux. Hey, regarde la taille du virus, regarde forcément, donc si virus il y a, il passe au travers et t'en prends plein la gueule. Et en plus, quand tu respires, tu chauffes, hein, tu respires bien l'air humide et tu l'entretiens et il se développe là. Bon. Et puis ensuite, on leur dit, vous savez le virus, on dit on est en guerre contre un virus. On n'est pas en guerre. Le virus, il cherche pas à vous détruire, il cherche simplement à se reproduire. Quand les voisins du dessus cherchent à se reproduire, hein, ça vous dérange peut-être parce qu'ils font du bruit, mais ils cherchent pas à vous nuire. C'est pas une guerre contre vous. Hein. C'est eux qui sont parfois bruyants. Donc c'est pas. Il faut pas se tromper d'objectif. Hein. Donc le virus c'est pareil. Il veut se reproduire, c'est tout. Et sur le masque, il se reproduit tout à fait bien comme il faut. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut prendre les choses, à mon avis. Je me demande juste comment un enfant de 14 ans peut arriver à avoir ce recul. C'est surtout dans le cadre des enfants, parce que c'est pas évident hein, d'apprendre à son ado d'avoir du recul. Je sais pas si les profs comme ça peuvent ridiculiser un enfant comme ça. Oui, moi j'ai quelqu'un de mon entourage qui avait 13-14 ans, même moins que ça, parce qu'elle était au collège, une gamine au collège, et qui, à sa prof de sciences nat, qu'on appelle maintenant SVT, je crois, sur l'histoire des vaccinations, elle lève la main, elle dit, Madame, le vaccin contre le tétanos, il peut pas marcher. Et pourquoi? Mais comment ça il peut pas marcher? Ben oui, parce que le vaccin, il va dans le sang. La toxine tétanique, elle suit le système nerveux. Ce sont deux circuits parallèles qui ne se rencontrent jamais. La prof de science, elle l'a regardé. Bon, on parlera de ça une autre fois. Et elle l'a jamais plus interrogé. Une père royale. C'est une merdeuse qui était au collège, qui était en 4e, en 3e. Bon, des fois, les gamins peuvent un peu étonner les profs. Donc, il faut réagir un peu avec humour sans se démonter, puisque vous savez que vous avez la justesse des opinions. C'est vous qui êtes dans la vérité. C'est les autres qui sont des imbéciles ou des empoisonneurs qui vous forcent. Donc c'est un peu ça le message qu'il faut leur faire passer. Oui, on va continuer à leur faire passer ce message. Il faut qu'on répète et qu'on répète. Jean-Jacques, tu voulais préciser une chose? Oui, je voulais profiter de la présence de Jean-Pierre Joseph pour lui poser une question et qui est valable pour tous les pays. C'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très pervers dans cette situation, c'est que les États eux-mêmes, les pays, recommandent parfois le port du masque, mais ne l'imposent pas. Mais lorsqu'on arrive dans un commerce, ou lorsqu'on arrive dans une école, ou lorsqu'on arrive dans un salon de coiffure ou quoi que ce soit, ce commerce, parce qu'il a reçu des directives du ministère de la Santé, des choses comme ça, lui est obligé d'imposer le port du masque, par exemple, ou le lavage des mains avant d'entrer dans le magasin, parce que sinon, eux, subissent ou en tout cas ont la menace d'amende ou même de fermeture de leur établissement. Hein, c'est la raison pour laquelle vous me verrez pas avec les cheveux coupés dans longtemps, parce que je viens d'annuler mon rendez-vous chez ma coiffeuse parce qu'on m'impose le port du masque, alors que le gouvernement québécois le recommande, mais ne l'impose pas. Alors, comment est-ce qu'on fait dans cet imbroglio juridique? C'est la même chose qu'avec les vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais obligatoires pour rentrer dans une crèche, par exemple, pour les enfants. Donc, comment est-ce qu'on fait au niveau de la hiérarchie du droit? Et là, c'est une question qui s'adresse à un juriste, évidemment. Oui, alors là, c'est pas simple, hein. Comme disait Georges Marchais, merci de l'avoir posé, mais auparavant,
Bon, et il répondait à côté. Non, c'est vraiment pas simple. Hein. Parce qu'effectivement, quand il n'est pas obligatoire, mais simplement recommandé, alors là, c'est la discussion avec le gérant de l'établissement. Hein. Et ça, tout dépend de notre force de persuasion. Hein. Moi, même au palais de justice de Grenoble, il y a des vigiles qui me font observer. Ah, le masque, il faut le mettre sur le nez. Alors je dis, mais moi j'ai un nez antivirus, ne vous inquiétez pas. Alors ils me regardent. Bon, ils savent que je suis un peu original, donc ils me foutent un peu la paix. Mais ils repassent, ils me regardent un peu de travers, ils ont peur, mais ils ont peur de l'attraper. C'est-à-dire le problème, c'est que les gens sont dans la peur. Les directives, les machins, mais ils ont peur. Vous approchez d'eux, ils reculent. Ils croient vraiment qu'on va leur projeter des virus dessus et que demain ils vont mourir. Alors c'est contre ça. Contre ça, les gens sont très forts. Hein. Les gouvernements ont été très forts parce qu'ils ont réussi à terroriser une population avec des faux chiffres, etc. On a beau leur dire, hein, ça change rien. On a beau leur dire que tiens, j'ai vu une statistique sur la grippe saisonnière qui normalement fait 15 000 morts en France tous les ans, elle en a fait que 75 cette année. C'est curieux quand même. Bon, j'ai même eu des gens que je connais, des familles que je connais, dans lesquelles les gens se sont suicidés. Eh ben, on a dit mort du Covid-19. Bon, il fallait grossir les chiffres. Bon, dans tous les pays, c'est la même chose. Donc, il faut faire croire qu'on va tous mourir de ça, donc il faut se vacciner. Bon, donc, c'est un combat qui n'est pas simple, mais il est intéressant parce que les gens doivent découvrir qu'on se fout de leur gueule et qu'il y a plein de contradictions dans ce qu'on leur raconte. Il faut quand même pas oublier que Monsieur le ministre de la Santé, au début du mois de mars, nous expliquait, et là il avait raison, le masque ça sert à rien. Hein, et puis, au contraire, il faut ouvrir les fenêtres, il faut aller au soleil, etc. Il avait raison à ce moment-là. 15 jours après, il dit le contraire. Et comme des veaux, personne n'a rien dit. On aurait dû tous sortir dans la rue, arrêtez de vous foutre de nous. Mais non, personne n'a rien dit. Ah oui, maintenant il faut mettre le masque. Bon, c'est vraiment, c'est un peu malheureux de voir que combien moutons nous sommes. C'est terrible. Tu vas nous dire maintenant ta note positive. Ouais, alors, moi, je voulais aussi donner un petit peu les choses que je vais faire là, ces prochains jours. Et puis, pour parler des masques aussi, je sais que c'est un petit peu redondant, mais je voulais aussi apporter ma touche. Moi, c'était un peu moins efficace pour une fois ce que j'ai essayé de faire. J'étais en France et dans le restaurant de la gare, masque obligatoire. Enfin, en tout cas, tout le monde avait des masques et moi, j'arrive sans masque. Et la dame qui me servait, qui encaissait, qui était prête à prendre mon argent, voulait absolument que je mette mon masque. Et je disais, écoutez, moi je suis en Suisse, chez nous on n'a pas besoin de mettre des masques dans les magasins. Le virus est-il différent chez vous? Et puis elle ne voulait pas savoir. Il fallait mettre le masque et tous les clients disaient, non, il faut mettre le masque. Je dis, je fais quoi? Je pose tout, je m'en vais. Oui, vous nous faites du chantage. Moi je dis, mais c'est vous qui nous faites du chantage. Et je dis, finalement, on fait quoi? Non, alors il fallait poser tout. Alors j'ai tout posé là, j'ai dit au revoir. J'ai dit, la prochaine fois, peut-être vous réfléchirez. En tout cas, chez nous, on n'est pas obligé de mettre des masques pour ce genre de choses. Et puis pareil, dans le train, la contrôleuse, elle m'a fait un speech parce que j'avais mis mon masque ici. Et puis elle me fait une fois, ensuite elle m'a fait 2 fois. Et puis je lui dis, mais vous savez que les virus, ça passe à travers le masque. Ah non, je ne sais pas, je ne veux pas réfléchir. De toute façon, s'ils nous disent ça au gouvernement, c'est qu'il y a bien une raison. Et moi, j'ai dit, oui, effectivement, il y a bien une raison. Elle me dit, oui, mais je ne suis pas scientifique. Je dis, moi, si. Et là, elle n'avait plus rien à dire. Elle est partie, elle m'a laissé comme ça. Et elle m'a demandé gentiment mon billet quelques minutes plus tard. Bon, voilà, c'était pour donner mon témoignage des masques. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le livre de Jean-Pierre Joseph, justement, qui me l'a dédicacé quand on s'est vu à la conférence sur les vaccins le 20 février dernier, comme quoi il n'y a pas de hasard à Thonon. Et puis, je vais terminer ma semaine par un 4e stage chez Irène Grosjean, qui enseigne l'alimentation vivante et à quoi servent les maladies. Donc moi, je vous invite tous à faire des stages avec elle parce que alors ça change tellement la vie. Et puis, on voit que finalement, les virus, ce ne sont pas des tueurs. Au contraire, ce sont juste des nettoyeurs, comme dit souvent Tal. Et puis, en fait, les maladies, elles sont là pour nous nettoyer, pour expulser les résidus. Donc voilà, moi, je vais faire ce stage avec des personnes éveillées avec qui je vais reprendre de l'énergie. Alors, des informations peut-être rassurantes, c'est que, en ce qui me concerne, pendant la période de confinement, moi, j'ai continué à bosser. Je suis allé un peu partout. Et comme en dehors de ma profession,
je fais des cours de karaté, je fais de la musique, etc. Donc, je vois plein de gens de diverses catégories. Donc, j'ai vu dans des quartiers sensibles, j'ai vu que les gens ne se confinaient pas du tout, hein, qu'il y avait même des vrais faux bars, etc. Bon, eh bien, personne n'est tombé malade. J'ai vu dans une autre rue, hein, où tous les samedis soirs, il y avait du karaoké en plein air, tous les gens rassemblés, hein. Je savais pas, moi je passe là, je dis tiens, oh, et puis ils projetaient le son et les images, etc. C'était projeté sur l'immeuble d'en face, donc c'était toute la rue qui était concernée. Alors donc je me suis arrêté, je me suis dit tiens, qu'est-ce que vous avez dans la liste des chansons? Tiens, je vais en chanter une, et hop, bon. Personne n'est tombé malade. Bon, donc quand je raconte tout ça, après je suis dans un supermarché où tous les gens avaient le masque, sauf moi, je leur explique tout ça, tous les masques sont tombés. Je leur dis c'est vrai, ils nous prennent pour des imbéciles, etc. Donc j'ai fait tomber tous les masques. Parker, à très vite les amis et partagez cette vidéo, on compte sur vous. Passez une très bonne semaine. Ils sont venus, ils sont tous là, salariés, cadres ou avocats. Elle va mourir, la libertà. Ils disent qu'on va nous protéger de ce virus qui aime tuer. Je suis content d'entendre ça, car j'ai très peur du corona. J'ai plaisir à les écouter, car quand je regarde la télé, il n'y a plus de grippe et de cancer, et on ne meurt plus de misère, ni de malaria. Au début j'ai un peu douté, mais maintenant c'est confirmé, elle va mourir, la libertà. Pour qu'ils puissent mieux mondialiser, il va falloir en supprimer les indépendants, ceux qui sont bien et les sans-dents. Ah, quelle arnaque, la fin dans le monde, les femmes battues sur toutes les ondes, il n'y en a plus. Et les cancers, les AVC et la misère, c'est du passé. Il change la vie tous les mardis, j'y comprends rien mais j'applaudis. Elle va mourir, la libertà. On va enfin nous protéger, car le vaccin va arriver. J'aurai ma dose d'aluminium, ça va me calmer les neurones. On aura en plus un cadeau, une petite puce sous la peau. Enfin on saura où je suis, car on pense à moi aujourd'hui, et on ne lâchera pas. Ils vont pouvoir m'identifier avec mes données de santé. Elle va mourir, la libertà. Je suis content car dès demain, quand je serai dans ma salle de bain, on saura quel slip je me mets, car même mon slip sera connecté. Ah, quelle arnaque! J'ai évité d'être intubé, mais je me suis fait bien entuber. Je suis le bon mouton, je crois la télé. Je suis un peu con et un peu paumé, pourvu que j'ai McDo, 5G, Coca, je crois que j'ai la liberté.